Merci d'être des nôtres. C'est le 20h sur Espace TV. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le système éducatif guinéen, comme tous les secteurs, est touché par le Covid-19. Inquiets, élèves, parents et encadreurs demandent plus de mesures sanitaires pour faire face à la propagation. Un homme armé d'armes blanches a attaqué des gardes de corps à l'Assemblée nationale. 2 d'entre eux ont été blessés. L'acte s'est passé hier mardi au siège de l'hémicycle. Et puis 2 ans sans activité en ras-le-bol qui a poussé des femmes de l'usine de traitement de noix d'acajou à manifester ce mercredi. Elles ont exprimé leur mécontentement devant le palais Sékou Touréa et souhaitent la réouverture des lieux. Comment se porte le système éducatif guinéen face à la pandémie de Covid-19? C'est la question que se posent beaucoup de parents d'élèves qui s'inquiètent au quotidien. Et ce jeudi, nos reporters ont sillonné quelques écoles de la capitale pour s'enquérir des réalités. Les élèves sont motivés et ne souhaitent aucun arrêt des cours. Néanmoins, apprenants et responsables d'école plaident pour un renforcement des mesures sanitaires. Justin Leno, Ibrahima Souma. L'année dernière, avec cette Covid-19, précisément le coronavirus, nous avons constaté que nos grands frères et nos grandes sœurs ont eu assez de difficultés à suivre les cours en direct durant les 4 longs mois. Les cours continuent de plus belle dans les écoles de la capitale Conakry malgré les cas de positivité liés au Covid-19. Chacune d'elles dit être vigilante. Effectivement, les mesures barrières, le port des masques et le lavage des mains avec de l'eau et du savon, et on continue les cours comme ça. Les élèves des classes intermédiaires et les candidats aux différents examens nationaux, tous optent pour une continuité des cours en se protégeant. L'année passée, nous avons vécu la même situation et ça ne nous a pas aidés. On ne doit pas fermer les écoles, on doit étudier parce que nous sommes des élèves, on doit faire l'examen. La maladie fait des victimes, mais pas question de paniquer selon les encadreurs des écoles. Il propose à l'État des mesures de sortie de crise. Avec la coopération bilatérale avec la Chine, le pays a bénéficié, selon nos entendements, près de 200 000 doses de vaccins. Une réalité. Il sera question qu'à côté du personnel soignant, qu'on pense également aux religieux, aux établissements publics et privés d'enseignement général et les universités, qui constituent un foyer de regroupement des personnes, pour ne pas que le calendrier soit impacté aussi par la même crise. Le milieu scolaire, professionnel et universitaire sont des milieux intellectuels. Donc, chaque professeur qui vient en classe peut, par exemple, donner des conseils aux enfants par rapport à l'hygiène, à la propriété, à la distanciation physique, au port de masque, au lavage des mains. Les manifestations politiques, la grève des enseignants et le début du Covid-19 au mois de mars 2020 ont déjà perturbé le système éducatif guinéen l'année dernière. Je vous le disais tantôt, une scène surréaliste s'est produite ce mardi au Palais du Peuple où se trouve le siège de l'Assemblée nationale. C'est un homme muni d'armes blanches qui s'est attaqué aux gardes du corps qui assurent la sécurité des députés. Au moins 2 militaires ont été blessés. Malik Sangiana Kamara et Ibrahima Souri Kamara reviennent sur les faits. Suivez. Les faits se sont déroulés mardi aux environs de 11 h au Palais du Peuple, a-t-on appris. D'après nos informations, c'est un individu non encore identifié, muni de machettes qui s'est attaqué aux agents postés au Palais du Peuple. L'assaillant est parvenu, d'après la télévision nationale, à blesser 2 gardes de l'Assemblée nationale et un motard avant de tenter de s'enfuir. Sur les lieux, c'était la panique totale avec des coups de fusil qui retentissaient. C'est dans ce contexte que l'individu va être poursuivi par d'autres militaires assistés de jeunes du quartier jusqu'au niveau des tombeaux où il sera neutralisé, ajoutent des témoins. Les blessés ont été transportés à l'hôpital du Camp Samori pour bénéficier des premiers soins. Les autorités militaires informées de cette situation sont venues au chevet des victimes pour s'enquérir de leur état de santé. Elles ont confié qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de l'agissement de l'assaillant. Au lendemain de cette attaque, le dispositif sécuritaire au Palais du Peuple est renforcé. L'accès à la cour est strictement contrôlé par les bérets rouges. L'accès à l'hémicycle pour des corps étrangers est quasiment impossible. Aux dernières nouvelles, apprend-on, l'assaillant aurait succombé suite à ses blessures.
Un commentaire de Malik Sangana Kamara. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais également, des femmes employées de l'usine de traitement des noix de cajou de Kaguelen ont manifesté ce mercredi devant le palais Sékou Touréa. Elles réclament la réouverture de l'usine fermée il y a plus de 2 ans par une banque de la place. Elles disent être prêtes à toute négociation avec la banque afin de pouvoir reprendre leurs activités. Reportage Fatoumata Bintabari et Aliouba. Ce sit-in fait suite à la fermeture de leur usine d'il y a 3 ans par la banque nigériane UBA. Ces derniers réclament le paiement d'une dette contractée par les responsables de l'usine d'une valeur de 20 millions de dollars. Trouvée sur place, la porte-parole des manifestantes dit être passée par tous les moyens pour négocier avec la banque en vain. Nous sommes allés voir le ministre de l'Industrie, le ministre Tibou Kamara, pour qu'il nous aide. Nous lui avons présenté tous les dossiers que j'ai là en main. Il nous a aidés. Il a adressé un courrier à la banque, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Elles se disent disposées à payer la redevance. Salamane B. Ourima accuse un responsable de la banque d'être à la base de leur malheur. Le monsieur Diallo de la banque UBA, il veut vendre notre usine à l'opérateur sans loi. Voilà pourquoi la banque refuse toute collaboration avec notre société internationale Cash Holding. Et nous n'allons pas le permettre. Ce qui les a poussés à hausser le ton ce matin devant le palais Sékou Touréa pour avoir un tête-à-tête avec le chef de l'État afin qu'il prenne en compte leurs préoccupations. Nous voulons voir le père de la nation, le président Alpha Condé, qu'il nous vienne en aide, qu'il vienne essuyer les larmes aux yeux des femmes. Les femmes souffrent. La société a recruté plus de 400 femmes. Une plainte qui entraîne l'interpellation de la porte-parole qui est déférée chez le procureur général pour être relaxée 1 heure après. Je suis allée voir le procureur général, je lui ai aussi expliqué. Il m'a demandé à ce que je lui fasse un courrier. Après le dépôt du courrier au niveau du procureur, je dois d'abord écouter ce qu'il va me dire de retour. C'est en fonction de ça, je saurai comment suivre la suite. Cette manifestation n'a duré que quelques minutes. Les agents de la CMIS ont vite dispersé les manifestantes. Autre sujet dans ce journal, protection sociale, instrument de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité. C'est sous ce thème que se tient depuis ce matin à Conakry la conférence nationale sur la protection sociale. La cérémonie d'ouverture des travaux était placée sous le haut patronage du Premier ministre qui s'est fait représenter par son conseiller en charge des questions d'éducation. L'initiative est du ministère de l'Action sociale. Il est question pour les acteurs de faire le bilan des activités déjà réalisées depuis l'adoption de la politique nationale de protection sociale de 2007 à nos jours. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla, compte rendu. La politique nationale de protection sociale a été adoptée en 2017 et promulguée par le gouvernement. Durant donc 2 jours, des travaux de groupe seront organisés pour évaluer ce qui a été fait et examiner les obstacles et les perspectives. Beaucoup, de résultats ont été atteints. Et vous l'avez constaté au niveau de l'axe 1, en termes emploi, il y a eu des avancées. L'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, quand vous prenez les personnes handicapées par exemple, il y a eu beaucoup d'assistance à leur niveau et en vue de leur autonomisation. Et l'axe 3, l'axe à l'éducation, on a constaté un taux de satisfaction appréciable des populations pour la fréquentation des structures. C'est une initiative du département en charge de l'action sociale et de l'enfance en partenariat avec les partenaires au développement. Le document de politique nationale de protection sociale qui est au centre de cette rencontre a en son sein 6 grands axes qui sont consacrés entre autres aux questions de santé, d'éducation, mais aussi à la protection sociale contributive et non contributive. La protection sociale telle qu'elle a été mise en œuvre au cours des 4 dernières années, a eu des effets positifs qui seront développés au cours de la présente conférence. Néanmoins, vous me permettrez de relever 3 grands acquis. En premier lieu, la création et le financement de filets de sécurité touchant des franges traditionnellement peu bénéficiaires des dividendes du développement économique. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, qui en est le fer de lance, est aujourd'hui présente dans les villages enclavés du pays.
La rencontre qui prend fin demain devra aboutir à des recommandations pour une politique de protection plus performante qui ira de 2022 à 2027. C'était un reportage signé Marianne Fodé Camara. L'Agence américaine pour le développement USAID et l'ONG Action Unie pour le développement intégré en Guinée ont entamé une formation ce mercredi sur le thème contrôle démocratique et renforcement de la transparence budgétaire en Guinée. L'objectif de cette activité vise à accroître la capacité technique des acteurs étatiques sur la lecture et la diffusion budgétaire. Les participants sont issus des ministères de l'économie, du plan et les receveurs des 38 communes. Alseni Bari commente les images d'Aboubacar Keke Bangora. Le gouvernement guinéen a pris des engagements internationaux à travers l'initiative Budget ouvert, mais aussi l'initiative Cabri en Afrique. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette formation, contrôle démocratique et renforcement de la transparence budgétaire en Guinée. La transparence budgétaire consiste à faire connaître de façon systématique l'ensemble des informations budgétaires au public. La communication budgétaire, comme la question de la transparence budgétaire, ce sont les outils de renforcement de la démocratie. Lorsque vous prenez un pays comme la Guinée, un pays démocratique où le président de la République est élu, il est élu par qui? Il est élu au suffrage universel. Qui c'est qui vote? C'est les citoyens. Et les citoyens contribuent dans le cadre de l'effort national pour le développement à payer des impôts et des taxes. Le fait d'élire quelqu'un et le fait de lui donner les moyens de ses politiques vous donne le droit d'exiger de lui de communiquer sur les ressources que vous avez mises à sa disposition. C'est bien de communiquer, mais on doit communiquer sur quoi? Quels sont les outils que nous avons à notre niveau? Cette activité est pilotée par l'Agence américaine pour le développement, USAID, et l'ONG Action Unie pour le développement intégré en Guinée, AUDI. En Guinée, bien de défis restent à relever, notamment l'intensification et la démocratisation de l'information budgétaire, ce, malgré le site internet du ministère du Budget. Aujourd'hui, pour avoir accès à Internet, il faut avoir la connexion. Pour pouvoir lire et comprendre, il faut comprendre français. Et la population guinéenne, je ne vais pas vous l'apprendre, est majoritairement analphabète. Ces participants sont issus du ministère de l'économie, du plan et les receveurs des 38 communes. D'autres ont suivi la formation en ligne et devraient s'élargir aux députés, promet les organisateurs. Les membres de l'association 48 heures pour la Guinée se sont envolés cette semaine pour Paris après plusieurs actes posés dans le pays. Pendant le séjour, des dons ont été faits, notamment la construction des points d'eau et vivres aux personnes vulnérables. Antoinette Dédé, Onivogui et Abdoulaye Kamara, reportage. C'est un ouf de soulagement pour les membres de l'association 48 heures pour la Guinée. Après un séjour bien garni à Conakry et à l'intérieur du pays. Un séjour qui a été marqué par la construction des forages et la distribution de beaucoup de jouets et de kits scolaires dans différentes orphelinats et communautés de la place. Toutes ces actions tiennent particulièrement à cœur à la famille Pogba. Se déplacer en tant que Guinéen, venir nous assister, offrir cette joie aux jeunes, aux enfants, aux personnes malades, pour moi, tous les moments ont été des moments spéciaux et de fierté pour moi. Cette deuxième étape qui a pris fin cette année a été beaucoup bénéfique pour les membres de l'association. Ça nous a permis d'aller encore plus loin parce que à travers nos activités de rencontres, de personnalités, d'autorités, de médias, on a pu renforcer notre prise de parole. On a eu la chance d'avoir des bienfaiteurs qui nous ont offert d'autres forages. Pour la troisième étape des 48 heures pour la Guinée, plusieurs projets sont en cours. Il s'agit d'un concert géant qui sera organisé ici même à Conakry et connaîtra la participation de plusieurs stars européennes pour une récolte de fonds. Guinéenne, il faut qu'il y ait vraiment un interaction entre les deux pays parce que la diversité, il faut qu'elle soit faite. Il faut qu'en France, on ait la possibilité de ramener tous les rappeurs français en Guinée pour pouvoir faire découvrir et apporter de nouveaux talents aussi en Guinée. Et pareil pour les artistes guinéens. On voudrait vraiment apporter la culture guinéenne en France. Rendez-vous est donc pris en 2022 avec la famille Pogba pour vivre d'autres moments forts.
Loin de la journée internationale des femmes, le mois de mars marque aussi le retour de l'exil de Karamoko Sankou Diaby à Touba en Guinée. À partir de cette première édition, les fils ressortissants de Touba ont célébré chaque année le retour de l'exil de cet érudit. À l'occasion de la première édition, plusieurs ressortissants de Touba ont pris part à la commémoration de cette date. Salifou Lifo Sissé et Ali Badara Kamara de retour de Touba. C'est une première. Les fils, petits-fils et habitants de Touba se retrouvent pour commémorer les dates du 6 et 7 mars. Des jours qui marquent le retour de l'exil de Karamoko Sankou Diaby, fils de Karamoko Koutoubou Diaby, l'un des khalifes de Touba. Après le décès de son père, il a conduit la tribu au Touba pendant des années avant de se faire arrêter par les colons français en 1911. Après avoir passé 7 ans en exil avec les colonisateurs, Karamoko Sankou Diaby est libéré et regagne le Touba, la terre de ses ancêtres. Le 16 mars 1911. Karamoko Sankou a été arrêté sans raison valable par les colons. C'était le 16 mars 1911 et libéré après 7 ans. Lorsqu'il partait, il avait promis de revenir sur la terre de ses grands-parents. Le PDG d'Elbagui Construction et président de la Chambre régionale d'agriculture de Boké est aussi fils ressortissant de Touba. Pour lui, la célébration du retour de Karamoko Sankou est plus qu'une joie. Pour le Fidaoula, c'est que la joie. Vraiment, Karam Sankou, c'est l'un des cibles de l'Afrique. C'est-à-dire, je dis bien le cible de l'Afrique. Tous les imams qui sont à l'Afrique de l'Ouest et tous sont ses talibés. Tout le monde le connaît. Donc on est venu célébrer son retour de l'exil à Touba et prier pour le pays. Cette célébration du retour de Karamoko Sankou Diaby de l'exil sera éditionnelle avec la contribution des fils ressortissants de Touba, selon les organisateurs. Ces enfants ont commencé la commémoration de ce retour, une autre occasion d'implorer la grâce de Dieu pour l'union et l'harmonie entre les filles et fils de la Guinée. Des prières ont été formulées pour la paix et l'éradication des virus qui sévissent en Guinée et dans d'autres pays. Et c'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur espace-tv-guinée.info. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée en notre compagnie sur Espace TV.